Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Panthéon des héros. Après avoir un petit peu plus réfléchi aux personnages que je souhaitais traiter dans la prochaine vidéo de cette série, après avoir parlé d'Arthur Morgan, j'ai fait une petite liste dans ma tête et j'ai consulté les abonnés qui me suivent sur Twitter, donc Adimensum si vous voulez me suivre, je poste souvent des sondages pour les prochaines vidéos. Et au final, parmi les 4 personnages que j'avais proposés, il y en a un qui est vraiment ressorti mais haut la main par rapport à tous les autres. C'est un personnage d'un univers dont j'ai déjà parlé un petit peu avant dans mes vidéos, au tout début de ma chaîne, je crois que c'était ma 3e vidéo ou quelque chose comme ça. Je veux bien sûr parler, vous avez vu à la miniature, vous avez peut-être compris pour ceux qui me suivent sur Twitter, Guts de Berserk. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Dans cette vidéo, je vais essayer d'illustrer le plus de choses que je peux. Faut savoir que Berserk c'est quand même un manga de dark fantasy, c'est pas de la fantasy gentille entre guillemets du Seigneur des Anneaux où il y a des amourettes gentilles, où ça s'aime à coups de juste bisous sur les lèvres. Berserk c'est du sang, du viol, des massacres, des membres qui volent. Donc je vais essayer d'illustrer autant que possible cette vidéo, mais je vais quand même me censurer sur certains aspects. Pour ceux qui ont déjà lu Berserk, comme je vais le dire là dans quelques minutes, la jeunesse de Guts, je vais pas forcément mettre beaucoup d'illustrations, si vous voyez ce que je veux dire, parce que je veux quand même que ce soit une vidéo qui soit accessible, même pour ceux qui sont un petit peu sensibles. Après, je pense que c'est une vidéo qui va surtout parler aux fans de Berserk qui ont déjà lu, mais pour le cas des personnes qui n'ont pas lu et qui veulent quand même s'intéresser un petit peu à l'univers, je veux quand même que ça reste accessible pour eux et pas trop traumatisant, donc je vais essayer de montrer le plus possible des planches de Miura parce que c'est vraiment un travail de dessin qui est extraordinaire, mais je vais pas pouvoir tout montrer. Voilà, c'était juste pour avoir le petit warning au début de vidéo. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir de la naissance de Guts et du début de son existence, en fait, c'est qu'elle est globalement extrêmement tragique, extrêmement dramatique, un petit peu à l'image de ce que va être sa vie plus tard. En fait, il est né d'une femme qui a été pendue et qui a accouché au moment de sa pendaison. Donc en fait, lui est né, sa mère est morte à peu près au même moment, et en fait, du coup, il s'est retrouvé abandonné dans une mare de sang, le cordon ombilical encore accroché. Il a été recueilli par un homme qui s'appelait Gambino, qui est le leader d'un groupe de mercenaires qui le prendra sous son aile et qui lui apprendra à se battre. Il sera aussi confié à une femme qui l'élèvera comme son fils, mais elle mourra cependant 3 ans plus tard d'une maladie. Un soir, alors qu'il était en train de dormir, l'un des mercenaires qui s'appelait Donovan rentrera dans sa tente et en fait le violera. Il lui dira également au jeune garçon que c'était Gambino, son père d'adoption, qui l'avait vendu pour une nuit avec lui, et en fait Guts tuera Donovan pour se venger, et à partir de ce moment-là, il voulait pas forcément trop croire qu'en effet c'était Gambino qui l'avait vendu, mais sa relation avec lui se détériorera vraiment de plus en plus au fur et à mesure du temps. Un jour, Gambino, foudrage, révélera en effet au garçon que c'était lui qui l'avait vendu à Donovan, et qu'il le détestait et le dégoûtait au plus haut point. Guts décidera alors à tuer cet homme qu'il avait considéré comme son père pendant un temps. Il fut alors attaqué par les hommes du mercenaire qui souhaitaient venger la mort de leur chef et il chutera du haut d'une falaise, tombant inconscient. Il sera cependant recueilli par une nouvelle bande de mercenaires qui le recruteront et il deviendra un enfant soldat. Après avoir été fait prisonnier et après avoir réussi à s'enfuir, Guts participera au siège de la garnison militaire défendue par la troupe du Faucon. Il tuera le commandant du camp, appelé Pazuzu, et à cause de ça, il se retrouvera face à la troupe du Faucon, ainsi que face à leur chef, Griffiths. Ils se battront tous deux, duel qui se conclura par la défaite de Guts. Celui-ci sera amené au camp de la troupe et Griffiths lui demandera de rejoindre la bande. Guts lui dira qu'il n'acceptera de les rejoindre que si le Faucon Blanc le battait en duel. Guts fut à nouveau vaincu et il accepta de rejoindre la bande du Faucon, bon gré mal gré. 俺が勝ったらてめえの胸に俺のと同じ大穴を開けてやるよ。俺が勝ったら兵隊にするなりオカマ掘るなり好きにしな。今のはだがこれまでだ。負けを認めるか、それともこのまま肩の関節を抜かれるか選べ。
誰だ。これでお前は俺のものだ。 En 3 ans, Guts deviendra le capitaine de la bande du Faucon et la bande sera recrutée par le pays de Midland pour se battre contre le pays Tudor. Durant une bataille ayant pour but de saisir une forteresse Tudor, Guts se retrouvera face à l'apôtre Nosferatu Zod. Notre héros se retrouvera cependant dans l'incapacité de tuer la créature, même avec l'aide de Griffiths, et l'apôtre partira en prévenant Guts du danger que représentait Griffiths et son rêve de gloire. Au fur et à mesure, la bande du Faucon deviendra en quelque sorte la garde rapprochée du roi du Midland, et Guts devra enquêter sur une tentative d'assassinat qui avait eu lieu par rapport à Griffiths. Il réussira à retrouver le coupable ainsi qu'à le tuer, et c'est à ce moment-là que lui et Casca, une autre membre de la bande du Faucon, surprendront une conversation ayant lieu entre Griffiths et la princesse Charlotte, la fille du roi du Midland. Griffiths confiera à cette dernière que les membres de la bande du Faucon n'étaient pour lui en réalité que des pions qui lui servaient à atteindre son objectif de gloire, et cela blessera profondément Guts ainsi que Casca. Durant une bataille opposant la bande du Faucon aux chevaliers de la baleine bleue du royaume Tudor, Casca et Guts tomberont d'une falaise alors que ce dernier lui venait en aide, la voyant perdre conscience. Guts la sortira de la rivière et il trouvera un abri afin de protéger la jeune femme. La voyant frigorifiée et évanouie, Guts la déshabillera et la réchauffera avec la chaleur de son corps. Après que la pluie se soit arrêtée, Casca se réveilla et fut surprise de se voir en fait complètement nue, et elle tenta d'attaquer Guts. Après lui avoir expliqué un petit peu la situation, la jeune fille se calma, se rhabilla, et ils en arrivèrent tous deux à discuter des raisons pour lesquelles la jeune fille avait en réalité rejoint la troupe du Faucon et pourquoi elle admirait autant Griffiths. Au final, les tensions qui étaient présentes depuis l'arrivée de Guts dans la troupe du Faucon par rapport à Casca semblaient vraiment se dissiper à ce moment-là et les deux personnes commençaient à se montrer des signes d'affection un petit peu plus marqués que juste de la haine. Cependant, c'est à ce moment-là que la troupe Tudor revint. Casca et Guts se retrouvèrent entourés et conscient de la faiblesse de son ami, Guts lui demanda de s'enfuir pendant qu'il retenait les hommes. Guts réussit à tuer la centaine de combattants avant d'être retrouvé par la troupe, évanoui. Il confiera alors à Casca son admiration pour elle alors qu'il était en train de se faire soigner. Un mois plus tard, Guts confia alors à Casca et à ses compagnons son désir de partir, ne se sentant plus capable en fait de porter le rêve de Griffiths. Casca et les autres tentèrent en fait de l'empêcher, de le raisonner pour lui demander de rester, surtout que Casca commençait à s'attacher à lui, mais il était vraiment résolu à partir et ce ne fut que l'intervention de Griffiths qui le stoppa dans son mouvement. Il lui indiqua donc son intention de partir et la réponse de Griffiths fut de sortir son épée. Guts comprit que pour pouvoir partir, il devrait battre Griffiths comme il aurait dû le faire 3 ans auparavant. L'épée du Faucon Blanc fut cassée en deux par l'épée de Guts et ce dernier partit sans se retourner. La nuit même, Guts fit la rencontre du Skull Knight qui souhaitait le prévenir de l'arrivée de l'éclipse. Après avoir erré pendant plus d'1 an loin de la troupe du Faucon, le destin fit en sorte de le ramener vers ses anciens amis et compagnons qui l'accueillèrent à bras ouverts. On lui apprit que Griffiths avait été fait capturer et que Casca était devenue la chef de la troupe du Faucon. Guts découvrit à ce moment-là que les plans de Casca étaient de libérer Griffiths à tout prix, et elle confessa également à son ami sa tristesse et sa colère quant à son départ. C'est à ce moment-là que Guts et Casca s'embrassèrent et firent l'amour ensemble dans un des moments les plus doux du manga. Suite à cela, la troupe du Faucon s'organisa pour aller secourir Griffiths dans la tour de la Renaissance avec l'aide de la princesse Charlotte qui était tombée amoureuse du Faucon Blanc. Ils retrouvèrent Griffiths dans un état lamentable, la langue coupée, la peau sur les os et un casque de faucon sur la tête. Guts prendra son ami dans ses bras, envahi par ses émotions. Alors qu'ils tentaient d'essayer de rejoindre les frontières du Midland, ils se firent attaquer par des assassins royaux. Pendant ce temps-là, Griffiths, qui était complètement dans l'incapacité de bouger car on lui avait coupé les tendons des chevilles, se fit attaquer par un apôtre qui lui supplia d'invoquer la main de Dieu avec son béhérite rouge. Cependant, Griffiths n'était plus en possession de l'artefact et il se fit donc attaquer par cet apôtre, mais bien heureusement pour Griffiths et un peu malheureusement entre guillemets pour la suite de l'histoire, il fut sauvé par Zod qui lui dit que le béhérite lui reviendra bientôt. Les blessures de Griffiths s'aggravaient cependant de plus en plus et Casca commençait à désespérer, demandant à Guts de partir à nouveau loin de Griffiths, conscient que ce dernier avait une mauvaise influence sur lui. Alors qu'ils regardaient tous deux ailleurs, Griffiths en profita pour s'enfuir afin de rejoindre un lac. Guts et les autres faucons partirent à sa poursuite et alors qu'ils le rattrapaient, Griffiths trouva le béhérite rouge et il appela la main de Dieu.
Tous les membres de la troupe du Faucon furent transportés dans une nouvelle dimension dans laquelle de nombreux apôtres ainsi que des créatures horribles apparurent. Les membres de la main de Dieu arrivèrent à ce moment-là, et ils emmenèrent Griffiths avec eux, lui demandant ce qu'il était prêt à sacrifier. Griffiths accepta alors de devenir un dieu en échange des membres de sa troupe, pensant que Guts était celui qui l'avait détourné de sa destinée. L'homme réapparut alors en tant que Femto, et alors que tous ses anciens compagnons se faisaient massacrer, il viola Casca devant les yeux de Guts. C'est à ce moment-là que le Skull Knight apparut devant eux et sauva Guts ainsi que Casca, l'homme ayant perdu un bras en tentant de sauver la femme qu'il aimait ainsi que son œil. À son réveil, le Skull Knight l'informa de la vie qu'il sera amené à vivre en tant que survivant de l'éclipse, combattre tous les démons qui seront attirés par sa marque du sacrifice. Guts ainsi que le chevalier, après avoir discuté, rejoignirent Casca alors qu'elle accouchait de l'enfant de Guts qui avait été corrompu durant le viol de Griffiths. L'enfant disparut dans le monde astral au moment du lever de soleil, comme tous les démons le faisaient après avoir passé la nuit dans le monde réel. Casca était par ailleurs ressortie amnésique et incapable de communiquer après l'éclipse, le choc ayant été trop violent pour elle. Guts décidera par la suite de laisser Casca où elle était et il partira armé de sa nouvelle arme, l'épée noire, combattre les apôtres qui se présenteraient devant lui. Durant ses aventures et après avoir massacré de nombreux apôtres, il fera la rencontre de l'elfe Puck qui deviendra en fait son compagnon de voyage. Guts gagnera le surnom d'épéiste noir et il sera amené à combattre le comte Slug, un apôtre. Il se retrouvera acculé en premier lieu lorsque l'apôtre se transformera, mais il réussira à reprendre le dessus avec l'intervention de Puck. L'apôtre prendra peur pour sa vie et il décidera d'appeler la main de Dieu. La vue de Femto fut insupportable pour Guts qui se jeta sur son ennemi juré, cependant il ne faisait pas le poids face à l'homme et il réussira cependant malgré tout à s'enfuir de ce monde parallèle sans être tué. Guts sera par la suite capturé par les chevaliers de la Sainte Chaîne d'Argent et il sera torturé par Farnèse qui tentait de lui faire avouer ses actes passés en tant qu'ancien faucon. Guts cependant n'avouera rien, riant même des croyances de la jeune fille, et il se verra être libéré plus tard par Puck durant la nuit. Guts prendra Farnèse en otage et la jeune fille se retrouvera face aux créatures qui poursuivaient Guts durant la nuit. La jeune fille manquera de se faire tuer par les créatures et Guts, à qui cela rappelait que trop bien l'éclipse, décidera de sauver et de protéger la jeune fille jusqu'au lever du soleil. Au matin, elle sera secourue par son protecteur Serpico et elle se retrouvera en fait être profondément chamboulée dans les croyances et les acquis qu'elle pensait de ce monde. Guts réussira par la suite à partir sans encombre, laissant la jeune fille juste choquée des événements qui s'étaient passés. Guts eut à peu près à ce moment-là la vision de son fils démon mort-né, ainsi que de Casca, et il comprit en fait à ce moment-là, avec les visions qu'il avait, que Casca était en danger et il se hâta donc de retourner à la cache. Quand il y arriva, il retrouva la cage vide avec Casca qui était absente. Durant sa recherche de Casca, Guts sera rejoint par un jeune garçon du nom d'Isidro qui souhaitait manier l'épée comme l'homme et ensemble ils réussiront à retrouver Casca. Cette dernière sera cependant capturée par les chevaliers de la Sainte Chaîne d'Argent alors qu'ils se battaient contre Serpico. Guts réussira à rentrer dans la tour des convictions à la recherche de Casca et il réussira également à convaincre Farnèse pour qu'elle l'emmène à l'endroit où la jeune fille se trouvait. Il réussira à tuer 4 des disciples de l'inquisiteur Mosgus et ce dernier ainsi que 2 de ses disciples parviendront à s'échapper avec Casca dans le but de la brûler vive. Guts parvint à tuer Mosgus après qu'il se soit transformé en une créature ailée, et la nuit étant tombée, une déferlante de démons et de créatures manifestant toute la souffrance des habitants de la ville déferla sur Guts, Casca, Puck, Isidro, Farnèse, Serpico ainsi que le chevalier Jérôme. La tour s'effondrera sous la puissance de la vague et Guts et les autres réussiront à survivre tout juste à cette déferlante. Au lever du soleil, Griffiths fit alors son apparition à l'horizon. Guts fut pris d'une rage très profonde à l'idée de tuer cette personne, mais la simple présence de Casca à ses côtés suffit à lui apaiser ses envies meurtrières. Il alla cependant quand même à la rencontre de son ancien compagnon qui lui avoua ne ressentir aucune forme d'empathie par rapport au sacrifice de ses anciens amis. Guts tentera quand même de tuer Griffiths, mais l'apôtre Zod s'interposera, protégeant le membre de la main de Dieu. Plus tard, durant des affrontements, la cage dans laquelle il avait l'habitude de mettre Casca fut détruite, ce qui rendait impossible la protection de la jeune femme. Ils prirent donc alors tous la décision de l'emmener à Elfhelm, le territoire de Puck et son pays d'origine, car apparemment là-bas, quelqu'un pourrait trouver un moyen de sauver Casca, qui était toujours amnésique et qui ne pouvait à peine parler en fait.
Alors qu'ils partaient lors d'un feu de camp, Puck revient en compagnie d'Isidro, Farnèse ainsi que Serpico, ceux-ci souhaitant rejoindre Guts dans sa quête, espérant trouver leur voie. Il accepta leur aide, espérant que ceci protégerait Casca du monde extérieur, mais aussi de lui-même, car il avait tenté involontairement de faire du mal à la jeune fille. Alors qu'ils traversaient une forêt en direction du village de Vritannis, où ils devaient trouver là-bas un bateau afin de traverser la mer, ils rencontrèrent dans la forêt un villageois du village d'Enoch qui raconta que son village avait été très fréquemment attaqué par des trolls. Dans cette forêt, ils feront également la rencontre de la jeune sorcière Shirk qui les emmèneront à la forêt de sa maîtresse, Flora. Cette dernière, consciente de la condition de Guts et Casca, leur proposera un talisman capable de supprimer les effets de la marque du sacrifice, à savoir attirer les monstres à eux, en échange de l'aide de Guts. Ils devaient régler le problème des trolls qui attaquaient le village d'Enoch. Alors que Guts se battait face aux créatures avec ses compagnons, Casca et Farnèse furent perdus et ils eurent à partir à leur recherche dans la caverne des trolls, une région du monde astral appelée Clifos. Les deux jeunes femmes furent retrouvées et Guts se proposa alors de rester derrière pour retenir les trolls, pendant que le reste de la bande ainsi que des rescapés du village s'enfuyaient. Slan, l'un des membres de la Main de Dieu, fit alors son apparition dans les entrailles des trolls que Guts avait tués. L'épéiste réussira cependant à transpercer Slan de son immense épée qui ne semblait pas être dérangée plus que ça, cela la fit même rire et elle disparut après avoir embrassé Guts. Après cela, le Skull Knight fit alors son apparition pour aider Guts à s'en sortir de cette caverne des trolls et ils envoyèrent tous les trolls qui s'y trouvaient dans les abysses. Alors qu'il retournait vers la maison de Flora, Guts tomba au sol, saignant abondamment du torse. Il avait été blessé en fait pendant son affrontement avec Slan au torse, avec une blessure astrale, et en fait les blessures astrales sont vraiment... Elles ont un statut un peu différent parce qu'elles guérissent pas comme des blessures normales, et en fait ça affaiblit énormément l'épéiste. Des apôtres se mirent alors à attaquer la demeure de Flora, mais grâce à l'aide du Skull Knight et avec la puissance qui restait encore dans le corps de Guts, il réussit à tenir tête cependant aux apôtres qui arrivaient. Avec l'aide de Shirk, Guts réussira à rejoindre la chambre au trésor où ses compagnons lui feront enfiler l'armure du berserker afin de lui sauver la vie. Cette armure donnera un second souffle à Guts qui ne sentait plus aucune douleur et il réussira à combattre à nouveau Grunbeld. L'armure cependant rendait Guts complètement fou au point de lui faire perdre tout repère et le plongeant dans les ténèbres. Ce n'est que par l'intervention de Shirk qui réussira à atteindre son subconscient, lui rappelant qui il était que Guts réussira à reprendre le contrôle. L'aide de Flora permettra également au groupe de s'enfuir en compagnie de la jeune sorcière. Un mois plus tard, le Skull Knight refera son apparition face à Guts et il l'informera qu'en effet la monarque du pays de Helfhelm avait la possibilité de soigner Casca et de lui faire revenir toute sa mémoire ainsi que sa raison. En parallèle de ça, Guts combattra de nombreuses fois avec l'armure du berserker, manquant à nouveau de devenir fou et de perdre le contrôle, mais heureusement Shirk était à chaque fois là pour lui ramener la raison et l'empêcher de partir en vrille complète. Finalement arrivés à Vritannis, ils se mirent à la recherche d'un bateau. Cependant, tous les bateaux avaient été réquisitionnés et seule la famille Vendimion, la famille de Farnèse, avait la possibilité d'en accorder. La jeune femme, souhaitant être utile, se décida alors à retourner dans sa famille en échange d'un bateau pour ses compagnons. Guts cependant ne voulait pas perdre son amie ainsi que la protectrice de Casca de cette manière, et il décida donc de se rendre à la résidence de Farnèse pour l'interroger sur ses envies. Le héros sera cependant arrêté par Serpico qui pensait que tenir loin de Guts Farnèse était la meilleure chose à faire. Guts réussira cependant à passer au travers de Serpico sans même utiliser son armure et ainsi rejoindre la jeune femme. Farnèse cependant face à sa famille feigna de ne point vouloir retourner auprès de Guts et ses compagnons, disant que la vie de luxe lui avait de trop manqué. C'est à ce moment-là que des apôtres attaquèrent les nobles qui se trouvaient dans la salle, et Guts ainsi que Serpico s'allièrent à nouveau pour protéger Farnèse ainsi que les autres personnes qui se trouvaient dans l'endroit. Zod, l'apôtre, fit à nouveau son apparition devant Guts, et ce dernier souhaitait le combattre, mais la créature en fait refusa tout simplement et décida de partir, disant que le moment n'était pas encore venu. Du fait qu'ils aient sauvé certains membres de la famille Vendimion, Guts, Farnèse ainsi que leurs compagnons furent autorisés à partir en bateau, un bateau de Roderick, un proche de la famille, vers Helfheim. À bord du bateau, ils assisteront au changement du monde autour d'eux et verront apparaître le monde de Fantasia. Après avoir combattu le roi des mers ainsi qu'avoir été secourus par des créatures s'apparentant à des sirènes, Guts ainsi que ses compagnons finirent par arriver sur l'île de Skellige. Là-bas, ils y firent la rencontre des sorcières de Skellige ainsi que du mage Geitfrigg, un mage qui les emmena à sa maison à Helfheim.
Guts cependant demanda à être conduit à la maison du monarque de Helfhelm pour y faire soigner Casca, ce qui fut fait le lendemain. La monarque s'appelait Danann et elle apprit à Guts que pour pouvoir ramener Casca à la raison, il fallait utiliser le corridor des rêves. Elle demanda cependant uniquement à Farnèse et Shirk de s'y rendre, craignant que la présence de Guts ne rende la tâche plus ardue. Guts laissa alors sa bien-aimée aux soins de la reine et après la cérémonie, Casca avait en effet repris ses esprits et était redevenue la femme qu'elle était. Guts décida de se rendre auprès de la jeune femme, femme qu'il avait toujours aimée et qu'il souhaitait retrouver enfin. Cependant, la vision de l'épéiste noir ne fit que raviver les souvenirs de Casca quant à l'éclipse et son viol qui avait eu lieu, ce qui lui fit lâcher un cri épouvantable. Guts, un peu choqué par ce qui s'était passé, décida de prendre ses distances avec la jeune femme pour lui laisser le temps de comprendre tout ce qui s'était passé. Et Casca, elle, qui aimait toujours autant Guts, en fait, ne pouvait malgré tout pas le regarder et ce fut un moment vraiment très dur pour les deux personnes. Au moment où en sont les scans actuellement, on en découvre un petit peu plus sur l'armure du Berserker, son ancien possesseur qui est potentiellement Skull Knight, enfin il me semble que c'est avéré mais je préfère pas dire d'affirmation encore. Et en fait, là on avance vraiment dans l'histoire à un point où Guts découvre potentiellement les pleins potentiels de son armure, mais également les risques qu'il prend à l'utiliser à son option la plus élevée en fait. Donc je vais pas en parler tellement plus parce que c'est globalement à peu près là que s'arrête l'histoire. Je veux pas rentrer à fond dans le détail et surtout les derniers scans qui sont sortis sont un peu au stade de l'hypothèse quant à l'interprétation qu'il y avait. Quand j'en parlais à mes amis qui aimaient Berserk, on n'avait pas du tout la même interprétation de ce qu'on avait vu, donc je préfère ne pas trop en parler. Vous laissez le lire à la limite, me dire dans les commentaires comment vous avez compris les derniers scans, et moi je vais m'arrêter là sur l'histoire de Guts. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Alors c'est une vidéo pour Guts, j'ai décidé de ne pas rentrer autant peut-être dans les détails que j'ai pu le faire avec Arthur. Et encore Arthur, j'ai zappé des passages entiers qui étaient juste des quêtes secondaires parce que vraiment il n'y avait pas d'intérêt. Et en fait c'est un petit peu ce que j'ai fait aussi avec Berserk, c'est-à-dire qu'il y a des arcs dont je n'ai pas trop parlé parce qu'en fait j'ai préféré me concentrer sur l'avancée de sa trame principale et aussi me concentrer sur les passages qui avaient vraiment permis l'évolution mentale de Guts en fait, de ce qu'il est aujourd'hui, de ce qu'on peut lire. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai peut-être un petit peu zappé certains passages, mais sachez que c'était volontaire afin que la vidéo ne soit pas juste un giga résumé de l'œuvre en fait. Je voulais juste aborder les aspects qui étaient les plus intéressants et surtout que si je rentrais vraiment dans les détails, je pense que j'aurais perdu un petit peu plus de personnes que si j'étais restée light comme je le fais actuellement. Mais en tout cas, si jamais vous avez aimé, si vous aimez ce format de Panthéon des héros, n'hésitez pas à me faire des suggestions dans les commentaires sur des personnages dont vous souhaitez que je raconte l'histoire. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à partager, à vous abonner bien évidemment, à mettre un commentaire. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!